Près d'une centaine de cas de méningite enregistrés à ce jour à Gawa et à Batsié. 10 semaines après la découverte du premier cas, l'épidémie a déjà fait une vingtaine de morts. Constat sur cette situation dans les districts sanitaires de Batsié et Gawa dès le début de ce journal. En culture, nous sommes à 3 jours de la Semaine nationale de la culture. Les différentes troupes qualifiées s'activent pour donner le meilleur d'elles-mêmes à la SNC 2016. Dans ce journal, zoom sur un slammer de Dédougou et sur la troupe Nazuki de Bagassi dans les ballets. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre ce 13h15 sur la RTB. Direction donc la région du Sud-Ouest. Selon des informations émanant du ministère de la Santé, cette région serait la plus touchée par la méningite. Les cas de méningite sont recensés surtout à Batsié et à Gawa avec une centaine de cas déclarés à ce jour, dont une vingtaine de décès. On fait le constat dans ce dossier signé Justin Karambiri et Dramana Kabouri. Selon les premiers responsables des districts sanitaires de Gawa et de Batsié, près d'une centaine de cas de méningite avec plus d'une vingtaine de décès ont été enregistrés de la première à la 11e semaine dans les deux provinces. Depuis la première semaine, on a enregistré 50 cas de méningite au district de Batsié. Malheureusement, nous avons déploré 5 décès, soit une létalité de 10%. Et heureusement, à partir de cette semaine-là, cette semaine 11-là, nous n'avons eu qu'un seul cas. De la première à la 11e semaine de l'année, nous totalisons 49 cas contre 15 décès. Face donc à la gravité des cas de malades enregistrés à Gawa et à Batsié, le ministère de la Santé a pris ses responsabilités. Le ministère prépositionne des médicaments pour la prise en charge gratuite des cas. Ces médicaments sont disponibles à notre niveau et tous les cas qui ont été notifiés ont été donc pris en charge conformément aux directives du niveau national. Pour les médecins-chefs du district sanitaire de Gawa, habituellement c'est le méningocoque qui est le vecteur pathogène de la maladie, mais vu que pour les cas de cette année, c'est le pneumocoque, il n'y a donc pas de quoi s'alarmer. La méningite a une létalité qui est moins forte, mais elle a tendance à provoquer des épidémies, contrairement au pneumocoque qui provoque très rarement des épidémies. Donc je crois que ça aussi c'est un facteur qui est rassurant pour nous, compte tenu du fait qu'on n'a pas un germe fortement épidémiogène. Donc nous pensons que le risque en tout cas d'épidémie n'est pas très élevé. Pour des éventuelles préventions de la transmission du germe de la méningite, des comportements sont à observer. Devant tout signe qui peut faire penser à une méningite, c'est la fièvre, c'est les céphalées intenses, des vomissements, la raideur de la nuque ou même un coma. Il faut consulter immédiatement une formation sanitaire. Pour les premiers responsables des deux formations sanitaires, face à l'ampleur de la situation de la méningite dans le Numbiel et le Poni, il n'y a plus d'inquiétude. Les risques de propagation et de contagion devraient être freinés avec les premières pluies. Pour sa première sortie, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme a choisi la ville de Bobo-Dioulasso. Entre visite de terrain et échange avec le personnel des structures décentralisées, Maurice Dieudonné Bonannée a décliné la vision de son département. Et cette vision, c'est la rupture avec les pratiques d'autrefois, jugées peu recommandables par l'actuel ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Maurice Dieudonné Bonannée a aussi rendu une visite de courtoisie au chef suprême des Bobo Mandare. On voit tout cela dans ce reportage de Idrissa Warga et Sanoua Christine Koulibaly. Tolérance zéro à la corruption, rupture avec les anciennes pratiques peu recommandables. Ainsi pourrait-on résumer la vision de Dieudonné Maurice Bonannée pour le département en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Vision déclinée ici et valable tant dans l'administration que dans l'occupation de l'espace urbain. L'une des principales difficultés est la planification. Vous avez pu constater, nous avons pratiquement des rues marchandes partout. Ensuite, la destination des différents espaces n'est souvent pas respectée. Vous avez par exemple des espaces verts qui sont parcellés et distribués. Ensuite, organiser les acteurs qui interviennent en milieu urbain. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de projets qui s'exécutent en milieu urbain, souvent sans coordination. Et notre ministère assure dorénavant la coordination en relation avec les collectivités
décentralisé. Et parmi les utilisateurs de l'espace urbain, il y a les promoteurs privés que l'État burkinabé veut encourager dans sa politique d'accès au logement. Les partenaires avec l'État, c'est très bien. Vous savez que tranquille le plaisir que nous on fait, c'est là. Notre objectif même, c'est d'aider ce qu'on peut aider et que je suis très fier de faire ce que je suis en train de faire avec l'État. Entre visites de voirie, de logement, échange avec le personnel et les structures décentralisées, le ministre Bonané a eu le temps de rendre une visite de courtoisie à Sa Majesté, le chef suprême des Bobo Mandara. À Ouagadougou, le bureau des mines et de la géologie du Burkina donne plus de visibilité à ses activités. Le BUMIGEV fait des recherches pour la promotion du secteur minier, mais ses actions sont peu connues. D'où la tenue depuis ce matin des journées portes ouvertes de cette structure. Ces journées se tiennent jusqu'au 25 mars prochain sous un thème relatif à la contribution du BUMIGEV au développement du secteur minier du Burkina Faso. Plus de précisions avec Nongma Kouda et Monkoun Dabiri. Le bureau des mines et de la géologie du Burkina s'ouvre au grand public. Le BUMIGEV veut communiquer à l'endroit des acteurs des mines et des populations pour une meilleure connaissance de ses activités. Selon son directeur général, les efforts menés par la structure pour l'exploitation du potentiel minier du Burkina restent très peu connus. D'où la nécessité d'impulser une nouvelle dynamique à l'institution. Il y a un certain nombre d'activités qui accompagnent la recherche minière. C'est la direction de la recherche minière, géologique et minière, qui fait beaucoup de travaux de terrain, beaucoup de travaux de recherche qui donnent des résultats importants pour confirmer l'information du sous-sol du Burkina. Pour le ministre en charge des mines, ces journées portes ouvertes sont une opportunité d'affaires. Une occasion qui contribuera sans doute à renforcer les liens de partenariat entre le BUMIGEV et le secteur privé. Le BUMIGEV est un département clé qui nous permettra d'avoir les informations que nous allons implémenter avec le système d'information géographique, de sorte à ce que la carte géologique du Burkina soit dynamique, mais aussi très précise en termes d'information. Et ça, c'est très important pour les investisseurs. Le BUMIGEV a été certifié comme laboratoire d'essai crédible auprès des structures canadiennes de certification. Un certificat d'accréditation présenté ici au public à cette cérémonie. Contribution du BUMIGEV, Service géologique national au développement du secteur minier du Burkina Faso, état des lieux et perspectives. C'est le thème qui fera l'objet des différentes réflexions au cours de ces journées portes ouvertes qui se tiennent du 23 au 25 mars 2016. Dans l'actualité également, une cinquantaine d'agents de police de la ville de Ouagadougou se familiarisent avec le concept de police citoyenne. La formation qui a débuté hier à leur profit a été initiée par la fondation Insidel. L'objectif est de rendre la police plus exemplaire et plus respectueuse des droits humains. La formation devrait aussi permettre à la police d'améliorer ses relations avec la population dans le maintien de l'ordre public. Salifou Belem et Aruna Mari. Faire de la police une force citoyenne et protectrice des droits des populations, c'est tout le sens d'une police citoyenne. En partenariat avec la fondation Hans Seidel, ces 50 assistants de police de la ville de Ouagadougou reçoivent ici une formation sur cette nouvelle donne afin d'être en phase avec leur époque. C'est donner tout d'abord à un policier les moyens qu'il a besoin. C'est la compétence, la capacité sociale, c'est la capacité de communication, c'est la capacité de maîtrise de stress. Il faut connaître les droits humains, il faut connaître les régulations officielles, les décrets, les arrêtés, les lois. Et ensuite, il va se comporter de manière à ce que le citoyen est capable de lui faire confiance. Un petit mot gentil de bonjour, madame, comment allez-vous? Ça change toute la donne. L'approche police citoyenne vise à la rendre plus respectueuse des droits humains selon la fondation. Des modules leur seront enseignés dans ce sens. Le premier module, c'est la police de proximité. C'est le cadre général dans lequel s'exerce. Ensuite, nous allons aborder la question de l'accueil dans les différents services de police, notamment l'accueil, le bon accueil, l'orientation, le renseignement. Après ce module, nous allons aborder la question des droits de l'homme. Il y a d'autres aspects assez secondaires qu'on appelle la gestion du stress. Le policier, sans cesse sur la voie publique, sans cesse dans ses missions, fait face à beaucoup de stress qui peut donc déteindre sur la qualité de ses services. Plusieurs échelons de la police seront concernés. Débuté mardi 22 mars, la formation va se poursuivre jusqu'au 31 mars.
Le programme de développement des périmètres maraîchers a fait l'objet d'une évaluation. Une évaluation faite dans le but de réorienter les actions de ce programme qui a concerné 4 communes de la région du Centre-Nord. Le programme de développement des périmètres maraîchers est appuyé par les ONG SOS Fin et Action pour la promotion des initiatives locales. L'atelier de restitution de l'évaluation de ce programme a eu lieu hier à Kaya. Le reportage de Konsun Koulibaly et Claudine Bikaba. Débuté en 2008, le programme de développement des périmètres maraîchers paysans a permis de passer de 375 maraîchers en 2010 à 1400 en 2015 dans 4 communes du Centre-Nord. C'est ce qui ressort de l'étude d'évaluation du programme. Une évaluation jugée satisfaisante, toutefois elle a permis de déceler quelques faiblesses du programme. La conception des périmètres irrigués ou bien la réhabilitation des périmètres déjà ne suit pas disons un processus technique favorable. Et aussi, quand on regarde les aménagements, on se rend compte qu'il y a certains éléments qui sont à revoir parce que rien qu'en se promenant dans les aménagements, on peut voir par exemple beaucoup de pertes d'eau. Il est question donc à cet atelier de restitution de Kaya pour les différents acteurs de faire le point du chemin parcouru pour réorienter les actions futures sur la base des résultats de l'étude. Donc SOS Fin a demandé à un consultant privé pour qu'il vienne voir avec les communautés maraîchères, les organes de l'ONG à Pile, alors pour étudier la manière dont ils ont vécu les projets, les divers changements opérés et comment ils pensent pour la suite. L'ambition des acteurs, c'est de voir les producteurs s'approprier les projets en vue de la vulgarisation des techniques de production maraîchère. Le programme est appuyé par les ONG SOS Fin et Action pour la promotion des initiatives locales à Pile. À présent, la page culture de cette édition. Pour la première fois, le slam a fait son entrée à la compétition du Grand Prix national des arts et des lettres à la Semaine nationale de la culture. Naturellement, cette innovation est bien appréciée par les jeunes qui se consacrent à cet art oratoire. Et font partie de ces jeunes Moustapha Dera, 20 ans, et étudiant à l'université de Dédougou. Il se prépare activement pour faire une belle prestation à la 18e SNC. On voit cela dans ce téléma signé Paul-David Bambara et Fousseni Kindo. Chaque soir après les cours à l'université de Dédougou, c'est le même rituel pour Moustapha Dera. Le jeune homme de 20 ans rallie ce domicile privé dans un quartier périphérique de la ville. Il y retrouve son ami Francis Tambélé, élève mais aussi balafoniste à ses temps libres. Après les salamalek, pas le temps de traîner. Il faut aller vite. La SNC, la Semaine nationale de la culture, c'est dans quelques 2 semaines. Cette année, pour la première fois, le slam fait son entrée au G Pénal, le Grand Prix national des arts et des lettres. Une innovation bien accueillie par les artistes. On a longtemps souhaité que ceux qui aiment cet art oratoire puissent avoir des podiums pour s'exprimer. Et on a commencé par la compétition de slam pour la patrie. Et on a apprécié cette initiative. Pour affiner sa préparation, notre slameur répète 4 à 5 fois par semaine. Ces répétitions durent en moyenne 2h30 par séance. Avec son musicien, il s'impose des exigences. Trouver la mélodie qui sied le mieux pour donner du rythme à son texte et de la saveur à ses déclamations. J'essaie de déclamer mon texte pour que le balafoniste écoute ça. Et lui, il essaie de voir en fonction du balafon, essayer de trouver un beat adéquat et pour qu'on ait une symbiose entre la mélodie de balafon et ma voix. Mais ce travail de fourmi n'est pas exempt de difficultés. Les distances entre l'université, le lieu de répétition et là où habite le jeune homme exigent quelques dépenses pour le déplacement. Bon, parfois il y a un manque d'argent, donc je n'arrive pas à venir, on reporte nos répétitions et je pars courir par-ci par-là pour avoir un moyen de déplacement pour pouvoir venir. C'est la seule difficulté majeure. Nous pouvons dire, avec les adeptes de la positivité, que l'Afrique sera la... Malgré tout, Moustapha Dera investira la scène de la 18e Semaine nationale de la culture en fin mars. Il compte même repartir avec le trophée du meilleur slameur. Il y aura beaucoup de candidats peut-être plus bons que moi, mais je pense qu'avec la confiance et avec l'intensité qu'on met dans la répétition, je pense que ça pourra aller. En attendant, il est conscient qu'il faut travailler et retravailler le talent.
Si pour le poète malgache Flavien Rainavo, seul le travail fait l'homme, pour Mustapha Dera, seul le talent fera l'artiste. Voilà, la SNC, c'est dans 3 jours. Et dans la province des Balais, la troupe Nazuki de Bagassi, qualifiée pour cette édition de la SNC, s'active également pour ne pas faire de la figuration à ce rendez-vous culturel. La troupe va compétir en chansons, en orchestre et en musique instrumentale traditionnelle. Une de nos équipes a assisté à une séance d'entraînement de la troupe Nazuki de Bagassi, Lamine Karantao et Kadou Romen Ki. La scène force l'admiration. Et les spectateurs ne se font pas prier. Nous sommes à une séance d'exercice de la troupe Nazuki dans la province des Balais. Cette troupe prendra part à la 18e édition de la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2016. En attendant, les préparatifs vont bon train. Moi, j'essaie d'apporter ma touche, que ce soit un peu spectaculaire, que ce soit un peu original. Dans le chœur populaire, j'essaie d'apporter un peu de mélodie dans les voix, un peu de variation dans les voix, et essayer de trouver plusieurs voix pour que ce soit agréable à l'oreille. Et enfin, des mises en scène dans la chorégraphie, dans les démarches sur scène. Et en musique traditionnelle, instrumentale aussi, c'est la même chose un peu. La troupe est à sa 2e participation à la SNC. Une troupe qui saura tirer leçon de sa première expérience. En tout cas, c'est l'espoir de la promotrice. En tout cas, cette année, on espère qu'on aille plus loin. Parce que bon, à la première édition, comme c'était la toute première fois arrivée sur la scène, elle n'était pas du tout habituée, donc il y a eu des manquements. Mais on espère que cette fois-ci, on est aguerri. La troupe Nazuki va compétir en chœur populaire, en musique instrumentale traditionnelle et en orchestre. Elle fera également de l'animation sur les plateaux off en danse adulte. En actualité sportive, les étalons vont recevoir les Cranes de l'Ouganda le samedi prochain à Ouagadougou. Cette rencontre entre dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. En prélude à ce match, les étalons rentrés de stage depuis lundi ont effectué leur tout premier entraînement hier au stade du 4 août. Un entraînement suivi pour nous par Mokhtar Ouedraogo et Mahamadi Ouena. C'est le tout premier entraînement du nouveau sélectionneur des étalons Paulo Duarte avec tout son groupe. Les cadres Charles Kabouré, Jonathan Pitraba, Bakary Koné et bien d'autres, comme Aristide Bansé et Razak Traoré sont là. Un groupe heureux de se retrouver, mais qui connaît aussi les enjeux de cette double confrontation avec l'Ouganda. C'est le premier entraînement, les premières sensations, tout le groupe est complet. Maintenant, c'est de souhaiter que la semaine se passe très bien et qu'on arrive à appliquer tout ce qu'il demande à l'entraînement pour pouvoir faire un bon match le samedi. On est bien, on est juste 2e du groupe. On a la pression, c'est sûr, mais je pense que le groupe a assez d'expérience. On va pouvoir faire face à ces 2 matchs. 2e du groupe D derrière les Cranes de l'Ouganda. Les étalons ont encore toutes leurs chances. Le défi est de taille, mais Paulo Duarte pense que ces joueurs ont la capacité de le relever. Même si on sait que nous sommes dans une position très difficile, mais très difficile, ça veut dire impossible. On peut se qualifier et on va faire tous pour se qualifier. Le monstre est là, il faut le réveiller, il faut seulement le corriger et en même temps valoriser ce qu'on a, parce que parfois on dévalorise beaucoup les bonnes choses qu'on a. Le réveil du monstre passe déjà par une victoire samedi prochain au stade du 4 août. Les étalons en sont conscients et la présence du ministre des Sports et des Loisirs à ce premier entraînement est gage du soutien des autorités. De quoi galvaniser davantage Charles Kabouré et ses camarades. Actualité à l'étranger, la Belgique est en deuil suite aux attentats terroristes qui ont frappé la capitale Bruxelles hier. Malgré cela, la population essaie de reprendre ses habitudes quotidiennes. Certains habitants de Bruxelles affichent tout de même des inquiétudes concernant leur sécurité. La ville de Bruxelles essaie de reprendre le cours normal de son quotidien au lendemain des attentats. Le métro fonctionne partiellement dans le quartier européen, mais avec une sécurité renforcée. À la station Schuman, la police contrôle les sacs des voyageurs. Le drame des attaques est dans tous les esprits. À la question « Vous sentez-vous en sécurité ?», ce passant n'hésite pas à répondre non et à avouer son inquiétude. Mais il se demande aussi s'il est possible de faire quelque chose pour influencer l'atmosphère actuelle.
Les attentats de l'aéroport de Zaventem et de la station de métro Malbec occupent toutes les unes de la presse belge. Mais cette tragédie s'infiltre aussi dans les esprits et dans le regard des gens, comme l'explique Karim, d'origine musulmane, et qui tient un snack dans le quartier européen. Les gens vous regardent dans les yeux, vous dévisagent et se demandent si nous pourrions agir de la sorte. Mais nous n'avons rien à voir avec cela. Cela va nous toucher, notre communauté. En fait, notre communauté a besoin d'agir et de pousser les dirigeants à changer cela. La rue de la Loi, véritable autoroute urbaine de Bruxelles, est en revanche toujours fermée à la circulation. Le périmètre de sécurité est toujours aussi important pour permettre aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations dans la station de métro Malbec. Et justement, les attaques terroristes de Bruxelles constituent le principal sujet abordé dans la presse écrite aujourd'hui. Les parutions de ce jour font également cas du sitting des agents de la Sotraco et de la marche de protestation organisée par les étudiants du Centre universitaire polytechnique de Ouagadougou. Issa Sibidi Lankwande. Y a-t-il généralisation des mouvements d'humeur au Faso? Les quotidiens nous font cas de plusieurs manifestations. Les agents de Sotraco à Ouagadougou, les étudiants de Polytechnique à Ouagadougou. Entre Sétine et Batma du Macadam, les manifestants réclament de meilleures conditions. À Sotraco, les agents exigent le dédouanement de 4 bus retenus en douane depuis novembre 2015, affiche aujourd'hui au Faso. Dans les colonnes du journal, le délégué du personnel explique que la direction de la société dit ne pas avoir de l'argent, pendant qu'elle se paie des voyages d'études en Afrique du Sud et en Chine, et ce alors même que des bus sont en train de pourrir en douane. La direction, elle, s'en défend dans le quotidien, elle se dit surprise du mouvement car le seul problème à sa connaissance concerne la plateforme revendicative qui date de 2014. Pendant ce temps, les étudiants du Centre universitaire polytechnique de Ouagadougou marchent sur le gouvernorat. La grève qu'ils ont observée les 9 et 10 mars dernier n'a rien changé à leur situation. L'observateur Palga fait écho de la remise de leurs revendications au gouverneur de la région. Les problèmes sont nombreux et les étudiants en ont ras-le-bol. Attaque terroriste sur Bruxelles et ils ont fini par frapper la capitale de l'Europe, comme Bamako, Ouagadougou, Abidjan, Paris avant. Ces attaques sur le sol belge étaient prévisibles, écrit Le Soir. La capitale européenne était déjà dans l'œil du cyclone. La question était de savoir quand elle sera frappée. Depuis ce 22 mars, on a la réponse avec un bilan effroyable. Pour aujourd'hui au Faso, ces attaques sonnent comme l'expression de la rivalité entre l'État islamique et AQMI. Leur dénominateur commun prouve qu'ils ne sont pas anéantis. Ils sont contre le monde libre et ses valeurs universelles, alors ils tentent d'imposer leur logique. Après Bruxelles, la question est de savoir maintenant qui sera le prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.